Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire des rendez-vous experts trimestriels consacré à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il sera donc présenté en partenariat avec Moniteur Juris, la revue Opération immobilière et le cabinet Racine. Ces webinaires ont pour objectif d'analyser l'actualité législative et jurisprudentielle de ces 3 derniers mois, donc du droit de l'urbanisme, pour vous aider à adapter vos pratiques professionnelles. Cette actualité est ici analysée par Anthony Bichelon, avocat au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine. Il est spécialisé en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. Je ne sais pas si on voit le support. Vous pouvez poser en fait vos questions comme indiqué sur la diapositive qui s'affiche et Anthony Bichelon y répondra à la fin de son intervention. Je lui laisse, voilà, je crois que la diapositive va arriver. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions à l'aide du petit boîtier que vous avez. Et je vais pouvoir maintenant laisser la parole à Anthony Bichelon et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence à ce nouveau webinaire sur l'actualité du droit de l'urbanisme organisé par les rendez-vous experts du Moniteur Juris. Une actualité qui, de ces 3 derniers mois, qui est riche, puisque vous le savez maintenant, nous nous retrouvons tous les 3 mois pour faire un point sur l'actualité jurisprudentielle et réglementaire. On a eu cet été un Conseil d'État en grande forme qui nous a rendu un certain nombre de décisions importantes qui vont impacter considérablement nos activités professionnelles à tous et sur lequel on va faire un point. Alors j'espère être le plus clair possible. Le but de mon intervention n'est pas non plus de rentrer dans les méandres du droit et des décisions de justice. Le but, c'est de vous synthétiser ces décisions et de faire en sorte que le droit soit le plus accessible possible pour chacun. Première actualité, c'est une décision du Conseil d'État, et pas des moindres, qui date du 26 juillet 2022 et qui va porter sur le permis de construire modificatif. Pourquoi cette décision est importante? Tout simplement parce que si on remet les choses dans leur contexte, vous savez que le permis de construire modificatif, en fait, il est issu de la jurisprudence. On n'a pas d'article dans le Code de l'urbanisme qui nous parle du permis de construire modificatif, on en a très peu, et c'est un produit qui a été créé quasi exclusivement par le juge. Et jusqu'à présent, on nous disait quoi? On nous disait qu'on pouvait avoir recours à un permis de construire modificatif quand on avait un permis de construire initial, que ce permis de construire initial était toujours inachevé, et à la condition que les modifications apportées au projet initial ne portent pas atteinte à la conception générale du projet. Et c'est autour de cette notion d'atteinte à la conception générale du projet qu'on s'interrogeait tous pour savoir si oui ou non nous pouvions avoir recours à un permis de construire modificatif. Dans son arrêt du 26 juillet 2022, on a le Conseil d'État qui vient modifier la définition du permis de construire modificatif avec une nouvelle notion. Donc, on ne parle plus à présent d'atteinte à la conception générale du projet, mais on nous demande de faire attention à ce que le projet ne bouleverse pas le projet initial de telle sorte qu'il en changerait la nature même. Pour reprendre le considérant du Conseil d'État, le Conseil d'État a dit « L'autorité compétente saisie d'une demande de permis de construire modificatif peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis mode tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. » Donc, on retient un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même en lieu et place de la fameuse atteinte à la conception générale du projet. Pourquoi il y a cette modification? Il y a cette modification parce qu'on vient aligner le régime du permis de construire modificatif sur le régime du permis de régularisation. Permis de régularisation dont on parle souvent dans ce webinaire pour évoquer les différentes jurisprudences rendues là-dessus. Vous savez que dorénavant, le juge a un pouvoir de régulariser, de demander la régularisation des constructions lorsqu'il constate au cours d'une audience qu'il y a des vices qui entachent d'illégalité un permis. Plutôt que d'annuler le permis, aujourd'hui, le juge invite le pétitionnaire à déposer un permis de régularisation. Et le permis de régularisation, le juge nous a toujours dit, en fait, qu'il pouvait bouleverser un projet à la condition qu'il n'en change pas la nature.
eh bien, on vient aligner le régime du permis de construire modificatif sur le régime du permis de régularisation. Et ça va avoir une incidence importante. Et là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui ont été donnés par le rapporteur public dans l'affaire que je viens de vous citer. Donc, le rapporteur public nous dit quelle est la conséquence de cette nouvelle définition du permis de construire modificatif. Et il nous prend des exemples concrets pour illustrer ce changement de définition. Il nous dit, voilà des modifications qui constituent une atteinte à l'économie générale du projet, mais pas un changement de nature. Autrement dit, ce sont des types de projets qui, avant, n'auraient pas pu faire l'objet d'un permis modificatif, mais qui, depuis le 26 juillet 2022, rentrent dans le champ du permis modificatif. Exemple, un projet qui serait surélevé d'un étage, qui passerait ainsi de 40 à 27 logements, et qui supprimerait des locaux commerciaux qui étaient initialement prévus dedans, eh bien, avant cette jurisprudence, vous ne pouviez pas déposer un permis modificatif, maintenant vous pouvez. De la même façon, la modification d'une quinzaine de mètres de l'implantation d'une porcherie qui resterait sur le même terrain, avant, ça n'aurait pas pu faire l'objet d'un permis modificatif, maintenant ça peut le faire parce qu'on considère qu'il n'y a pas un changement de nature du projet. Augmentation de la pente de la toiture et de la surface hors fenêtre qui passe de 200 à 300 mètres carrés d'un entrepôt de fruits et légumes. Là encore, avant, il y aurait eu une problématique vis-à-vis du PCM. Aujourd'hui, ça ne pose plus de problème parce qu'il n'y a pas de changement de nature du projet. Projet dont le recul par rapport à la voie publique passe de 11 à 6 mètres, implantation latérale modifiée également d'1 mètre et le fêtage est surélevé d'1 mètre. Là encore, le permis modificatif n'était avant pas possible, dorénavant il l'est. Modification de l'implantation d'un projet et réduction de la surface habitable qui passe de 150 à 80 mètres carrés, soit une division par 2. Avant, on considérait qu'il y avait une atteinte à l'économie générale du projet, que la modification était trop importante et ne pouvait pas faire l'objet d'un modificatif. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pourrez déposer un PCM parce qu'il n'y a pas un changement de nature du projet. Exemple, en revanche, de projets qui ne pourront toujours pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif, enfin de modifications qui ne pourront pas faire l'objet d'un permis modificatif car il y a un changement de nature inévitable du projet initial. Exemple, passer d'un projet d'immeuble collectif à un projet de villa individuelle, créer un magasin de meubles à la place d'un poulailler industriel, ou construire une maison moderne de type Frank Lloyd Wright au lieu d'un chalet montagnard. Ça, ce sont des exemples de changement de nature du projet qui aujourd'hui ne peuvent plus faire l'objet d'un permis de construire modificatif. Donc une jurisprudence essentielle pour tous les acteurs de l'immobilier. On a concrètement là une augmentation du champ d'application matériel du permis de construire modificatif. On se posera dans la pratique du coup beaucoup moins de questions dans quel cas on peut recourir ou pas au permis de construire modificatif. Et il n'y aura plus que lorsque le projet change de nature. Donc vous voyez, c'est quelque chose de violent. Hein. Projet d'immeuble collectif, maison individuelle, magasin de meubles, poulailler industriel. Là, il y a des changements de nature qui font qu'on n'est pas dans le cadre d'un permis de construire modificatif. Et dans ce cadre-là, il faut redéposer un permis classique. Donc voilà pour cette première jurisprudence qui, je l'espère, vous apportera un certain nombre de précisions importantes et qui vous facilitera, parce que c'est aussi le but de cette décision de justice, pour une fois, de vous faciliter la vie, puisque le champ du permis modificatif est élargi. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions si cette première jurisprudence appelle des observations de votre part. Deuxième jurisprudence, un sujet que j'aime beaucoup, qui est celui du lotissement. Donc là, on a une précision qui est apportée par le Conseil d'État et une précision qui n'est pas des moindres. Conseil d'État, arrêt rendu le 13 juin 2022, et qui porte sur la cristallisation des règles d'urbanisme au sein d'un lotissement. Petit rappel sur le régime du lotissement. Le lotissement, c'est une division d'une unité foncière qui se pratique soit par un permis d'aménager, soit par une déclaration préalable en fonction des cas. Ce qui est bien avec une opération de lotissement, même si elle est lourde en termes de procédure, c'est que, le principe, c'est que toutes les règles d'urbanisme vont s'apprécier à l'échelle du lotissement et non pas à l'échelle des lots. Donc ça, c'est le principe, sauf si le PLU de la commune dans laquelle vous faites votre opération de lotissement en dispose autrement. Et le deuxième intérêt du lotissement, c'est l'effet cristallisateur du lotissement. Pourquoi effet cristallisateur? Parce que la loi a prévu
que dans un lotissement, les règles d'urbanisme applicables au jour de la délivrance du permis d'aménager ou de la déclaration préalable vont rester en vigueur pendant 5 années. 5 années, soit si on est dans le cadre d'une DP à compter de la délivrance de la DP, soit à compter de l'achèvement des travaux si on est dans un permis d'aménager. Donc pendant 5 ans, vous savez que tous les permis de construire qui vont être déposés dans le lotissement vont pouvoir bénéficier des anciennes règles si le PLU a évolué. Donc c'est un certificat d'urbanisme amélioré que d'être dans un lotissement. Et la précision, pas des moindres, qu'a apporté le Conseil d'État, c'est que le pétitionnaire qui dépose un permis de construire dans un lotissement ne peut bénéficier de cette cristallisation des règles d'urbanisme qu'à la condition que le lotissement ait bien été exécuté. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'un lotissement, c'était une division. Le code nous dit une division en propriété ou en jouissance. Donc, il va falloir que la division ait été opérée avant le dépôt et la délivrance du permis de construire pour pouvoir bénéficier au stade du permis de la cristallisation des règles. Si je m'en tiens au considérant du Conseil d'État, qui est cité sur le slide qui apparaît à votre écran, donc je cite, « Dès lors, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l'occasion de la demande de permis de construire, des droits attachés en vertu de l'article 442-14 du Code de l'urbanisme au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. » Autrement dit, et c'est là la petite subtilité et la condition, pas des moindres, qui a été posée par, en tout cas rappelée plutôt par le Conseil d'État, dans cet arrêt, c'est que oui, le lotissement vous permet de bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme lors des dépôts des permis de construire, mais à la condition que la division, à savoir le transfert de propriété, ait été effectuée avant l'obtention du permis de construire. Et le rapporteur public de nous préciser dans cette affaire que c'est justement ce qui distingue le permis de construire valant division du lotissement, c'est que dans le cadre du permis de construire valant division, le permis de construire est déposé et obtenu avant la division du terrain, alors que dans le cadre du lotissement, c'est d'abord la division et après l'obtention du permis de construire. Donc faites bien attention à tous ceux qui ont utilisé le lotissement pour bénéficier des règles d'urbanisme en vigueur et faire échec à une évolution du PLU. Faites bien attention à ce que la division ait été effectuée au moment du permis de construire. Autrement, la collectivité, le service instructeur, sera en droit de vous refuser le bénéfice des anciennes règles d'urbanisme. Là encore, je vous invite soit à poser des questions directement via l'application de webinaire, soit à revenir vers moi par la suite à l'issue de ce webinaire. Autre actualité jurisprudentielle, toujours le Conseil d'État et un arrêt du 7 juillet 2022 qui apporte là encore une précision intéressante concernant le changement de destination des constructions et les autorisations d'urbanisme permettant ce changement de destination. Vous savez que par principe, si vous changez la destination d'un local, le changement de destination doit faire l'objet d'une déclaration préalable. On a une difficulté qui est due en fait à une réforme de 2016 qui a modifié nos destinations. Préalablement, et dans les vieux PLU, dans les plus vieux PLU, les destinations étaient définies par l'article R123-9 du Code de l'urbanisme et à l'époque, il existait 9 destinations et on ne parlait pas à l'époque de sous-destination. Et puis, la loi est venue modifier ces destinations et créer aux articles R121-27 et R121-28 du Code de l'urbanisme 5 destinations et 21 sous-destinations. Les PLU qui, depuis 2016, sont révisés, se mettent à jour de cette nouvelle loi. Pour autant, et on a le cas aujourd'hui, là encore la moitié, on va dire, des PLU de France relèvent de l'article R123-9 et des 9 anciennes destinations. Donc ces 9 destinations s'appliquent encore. Et ça pose une question, celle notamment de savoir quand vous allez aujourd'hui changer la destination d'un local,
Vous êtes soumis à DP s'il y a effectivement un changement de destination, mais ce changement de destination, vous devez l'apprécier par rapport aux nouveaux articles de loi, nouveaux articles du Code de l'urbanisme, à savoir les 5 destinations, où est-ce que vous devez vous référer au PLU en vigueur sur la commune, quand bien même celui-ci n'aurait pas été mis à jour de la réforme des destinations. Et bien là, le Conseil d'État nous dit vous devez faire abstraction du PLU en vigueur. Donc, quand bien même votre PLU en vigueur continuerait à appliquer les 9 destinations parce que pas à jour de la loi, vous devez quand même apprécier le changement de destination au regard des 5 nouvelles destinations. Donc, c'est avantageux pour vous parce que vu qu'il n'y a plus que 5 destinations au lieu de 9 précédemment, vous avez moins de chances d'être dans le cadre d'un changement de destination. Je vais vous donner un exemple. Il me semble que dans les anciennes 9 destinations, vous aviez commerce et vous aviez également hôtellerie. Donc, si vous transformiez un hôtel en commerce, il y avait un changement de destination, vous deviez faire une DP. Maintenant, en fait, que vous soyez un petit commerce ou de l'hôtellerie, vous relevez d'une seule et même destination, à savoir la destination commerce, artisanat et autres. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de changement de destination au regard de la nouvelle définition donnée par les articles R121-27 et R121-28. Donc faites attention, tout ça pour vous dire que quand bien même votre PLU n'est pas mis en vigueur de la réforme des destinations, c'est le Code de l'urbanisme, c'est au regard des définitions données par le Code de l'urbanisme et non pas du PLU que vous devrez apprécier si oui ou non il y a un changement de destination lorsque vous faites des travaux sur une construction existante. Autre actualité, on change de juridiction et on passe devant la Cour de casse avec un arrêt très important parce que là encore on est sur un revirement jurisprudentiel, arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2022 et les fameux cahiers des charges de lotissement. Donc vous savez, lorsque l'on se situe dans un lotissement, vous devez respecter les règles d'urbanisme en vigueur que vous allez trouver notamment dans le plan local d'urbanisme, mais il est possible que votre terrain soit grevé d'un cahier des charges issu d'une division antérieure, cahier des charges publié à la publicité foncière. La magie de ce cahier des charges, c'est que c'est un contrat qui est attaché à un terrain, comme une servitude de passage. En fait, ce cahier des charges va perdurer malgré la succession de propriétaires que vous pouvez avoir sur le terrain. Parce que le cahier des charges, à la base, c'est un contrat, et vous savez qu'un contrat n'engage que les parties qui le signent, mais lorsque vous publiez ce contrat à la publicité foncière, il revêt les caractères d'une servitude, et du coup, il grève non pas une personne, il ne s'attache non pas à une personne, mais il va s'attacher à un terrain. Ce qui fait que peu importe si la personne qui a conclu le contrat initialement décède devant, le cahier des charges perdure. Ce qui fait qu'on a des cahiers des charges qui datent du début du XXe siècle, qui continuent à produire leurs effets aujourd'hui. Et à la base, dans ces cahiers des charges, on réglementait les règles de savoir-vivre au sein, on va dire, d'un lotissement. Et dans le cadre de ces règles de lotissement, de savoir-vivre, on a de plus en plus, enfin les colotis ont de plus en plus mis des règles d'urbanisme à l'intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des cahiers des charges qui viennent réglementer la hauteur des bâtiments, règles d'implantation, la possibilité de faire des annexes ou pas, et ces cahiers des charges s'imposent à vous. Alors, pas au maire, c'est-à-dire que le maire n'en a rien à faire d'un cahier, lui, il regarde que les documents d'urbanisme, il a le droit de vous opposer la violation d'un cahier des charges. Et là, c'est plus le juge administratif qui est compétent. Dans ce cas-là, c'est le juge judiciaire, avec également une autre particularité, c'est que le juge judiciaire peut être saisi pendant 30 ans. Donc, il y a une prescription de 30 ans à compter de l'infraction. Donc, si par exemple, vous avez fait un immeuble de 4 étages, alors de 4 niveaux, alors que le cahier des charges n'en demande que 3 maximum, vos voisins, qui sont également compris dans le périmètre du lotissement, peuvent agir devant le tribunal pendant un délai de 30 ans, ce qui est extrêmement long. Donc c'était déjà le premier point d'insécurité de cette violation des règles d'un cahier des charges. La prescription très longue.
Le deuxième élément qui est très dur vis-à-vis de la violation du cahier des charges, c'est que vu que c'était un document contractuel, pendant très longtemps, les juridictions judiciaires ont considéré qu'elles ne pouvaient pas tempérer, en tout cas que la sanction ne devait pas être proportionnée en fait au préjudice subi. Autrement dit, vous pouviez invoquer la violation du cahier des charges, par exemple, règle de hauteur, même si vous étiez à 300 mètres de la construction illégale et que vous ne subissiez aucun préjudice du fait de la violation de la règle de hauteur prévue dans le cahier des charges, la sanction, c'est que c'était la démolition, en tout cas la régularisation. Donc le couperet était extrêmement raide, à savoir qu'on craignait plus la violation du cahier des charges que la violation, par exemple, du règlement d'urbanisme. Donc, on demandait une prudence à tous les opérateurs d'immobilier en ce qui concerne les cahiers des charges. Avec une autre problématique, et là, c'est une mise en garde que je vous adresse, c'est que la publicité foncière existe depuis 1956. Donc, les notaires ont très facilement accès à tout ce qui a été publié depuis 1956. En revanche, trouver des documents qui datent d'avant 1956, qui ont quand même fait l'objet d'une publication et qui sont encore opposables, du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué pour les notaires, c'est moins instantané, ils doivent faire des recherches, il me semble, aux archives départementales, donc la demande est plus longue, et ils ne le font pas automatiquement. Donc, je vous invite à être extrêmement vigilant sur cette recherche des cahiers des charges, et notamment pour les notaires qui nous écoutent, parce que les sanctions ont pendant très longtemps été drastiques, et en termes de responsabilité pour les professionnels qui interviennent, ça pouvait s'avérer extrêmement lourd. Donc depuis jusqu'au 13 juillet 2022, en tout cas, il y avait une application stricte des cahiers des charges. Si on constatait une violation, on considérait qu'il devait y avoir une régularisation. Et le 13 juillet, on a la Cour de cassation qui vient faire un revirement de jurisprudence et qui demande quand même à ce qu'on vérifie que la sanction du non-respect du cahier des charges ne soit pas disproportionnée par rapport au préjudice subi par la personne qui l'invoque. Autrement dit, la démolition n'est pas automatique. S'il s'avère que la violation du cahier des charges n'a pas un impact énorme sur la vie des colotis qui sont à côté de la construction illégale, avec un bon avocat, aujourd'hui, vous pourrez éviter la démolition. Donc, c'est ce que nous dit la Cour de cassation ici. Pour la citer, celle-ci dit « Ayant retenu qu'il était totalement disproportionné de demander la démolition d'un immeuble d'habitation collective dont l'unique but d'éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l'immeuble avait été construit dans l'esprit du règlement du lotissement et n'occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la Cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande d'exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée seulement par l'allocation de dommages et intérêts. Donc ici, on devait avoir une juridiction de première instance, un tribunal judiciaire qui avait demandé la démolition. Le bénéficiaire du permis et l'auteur de la construction en a fait appel. La Cour d'appel a considéré, là encore, et c'est un peu novateur, qu'il y avait une disproportion entre la sanction et la règle violée. Et la Cour de cassation a confirmé l'analyse de la Cour d'appel en disant oui, aujourd'hui on ne peut sanctionner que de façon proportionnée par rapport aux intérêts du débiteur. Donc voilà du coup une jurisprudence qui devrait rassurer beaucoup de personnes ici, en tout cas tous ceux qui ont l'habitude de travailler, de faire des opérations de promotion ou de densification au sein d'anciens lotissements qui ont des cahiers des charges très stricts. Autre jurisprudence intéressante, c'est une jurisprudence du Conseil d'État qui est extrêmement récente, puisqu'elle est du 20 septembre 2022, et c'est le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pour le Conseil d'État, on avait ici, donc pour vous rappeler les faits, on avait le département du Var qui envisageait un recalibrage, pour le citer, d'une route départementale avec création d'une piste cyclable et d'un rond-point supplémentaire. Si j'ai bien compris l'effet de l'espèce,
ces travaux occasionnaient en fait l'abattage d'arbres et de haies, ce qui a fortement déplu aux voisins de la route départementale qui ont saisi le tribunal d'une requête et notamment d'un référé liberté. Le référé liberté, c'est une action qui existe et qui permet au tribunal de prescrire des mesures urgentes nécessaires à la préservation d'une liberté fondamentale. L'intérêt de cet arrêt, c'est que jusqu'à présent, nous n'avions aucune décision de justice qui considérait le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux comme une liberté fondamentale. Et c'est maintenant chose faite. Donc, revirement de jurisprudence, si l'on peut dire, de la part du Conseil d'État, qui nous dit le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Donc, c'est une nouveauté. Alors, ne vous inquiétez pas, là, je m'adresse à toutes les collectivités. Si dans cette affaire, le Conseil d'État nous a dit que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé était une liberté fondamentale, il a rejeté la requête au motif qu'il n'y avait ici pas d'urgence et qu'il n'était pas non plus démontré que le fait de couper des arbres et des haies bafouait la liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux. En tout cas, ce droit-là est érigé comme une liberté fondamentale et le Conseil d'État en profite dans cet arrêt pour nous rappeler en fait quelles sont les conditions pour obtenir un référé gain de cause dans le cadre d'un référé liberté. Il nous dit 1. Le requérant doit démontrer que sa demande est suffisamment urgente pour justifier une ordonnance, avec la particularité effectivement que dans le cadre d'un référé liberté, l'ordonnance est rendue sous 48 heures. Donc s'il n'y a pas d'urgence, le Conseil d'État en profite également pour rappeler qu'il existe d'autres procédures telles que le référé mesure utile ou une autre procédure prévue par le Code de l'environnement pour faire respecter ses droits en matière d'environnement. Deuxième condition, le requérant doit démontrer que les mesures de sauvegarde peuvent être prises utilement et à très bref délai pour sauvegarder cette liberté fondamentale. Et enfin, il faut que les mesures demandées à l'administration soient réalistes au regard des moyens dont dispose l'administration pour tenter de préserver la dite liberté fondamentale. Donc vous avez ici les trois conditions qui sont rarement réunies et on dispose que de peu de cas où une liberté fondamentale est considérée, enfin où il est considéré qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale et que l'administration doit agir dans le cadre d'un référé liberté de façon urgente pour faire cesser cette atteinte. Et comme je vous l'ai dit, dans cette affaire du 20 septembre 2022, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence à prendre des mesures, sans doute parce que les travaux n'étaient pas en cours ou que l'atteinte n'était pas suffisamment disproportionnée à la liberté. En tout cas, vous pouvez considérer, maintenant faites attention, ou en tant qu'administré, vous devez savoir que vous avez aujourd'hui le référé liberté qui peut vous être ouvert pour faire respecter cette nouvelle liberté fondamentale qui est le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de l'environnement. Là encore, n'hésitez pas à poser vos questions si la jurisprudence dont je parle amène des observations de votre part. J'y répondrai à la fin du webinaire. Autre actualité, c'est là encore pour ceux qui pratiquent régulièrement ce webinaire, on parle régulièrement d'une disposition, d'une législation qui est celle des espèces protégées. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que on s'aperçoit au travers de la jurisprudence qui est rendue ces derniers temps qu'il y a des juridictions administratives de plus en plus dures concernant les dérogations données par les préfectures, les fameuses dérogations espèces protégées. Donc ça nous permet, ces webinaires sur l'actualité de l'urbanisme et de l'environnement, de faire un point sur cette réglementation qui aujourd'hui est devenue, à mon sens, l'une des plus contraignantes pour tous ceux qui participent à la construction sur le territoire national. Donc, que nous dit la réglementation espèces protégées? Elle pose un principe qui est clair.
à l'article L411-1 du Code de l'environnement. Elle nous dit on ne peut pas porter atteinte à une espèce protégée ou à son lieu de vie et de reproduction. L'interdiction est quasi absolue. Vous avez 5 ou 6 dérogations à l'article L411-2. La plupart ne vous concerneront pas parce que c'est pour des raisons soit scientifiques, soit environnementales. Donc, on va dire le public qui écoute ce webinaire n'est pas forcément concerné par la plupart des dérogations. Il n'y en a qu'une seule qui est susceptible de vous concerner. C'est si vous pouvez obtenir une dérogation pour porter atteinte à une espèce protégée ou à son lieu de vie et de reproduction si vous justifiez d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Un bien grand mot qui, comme ça, ne veut pas dire grand-chose. Et effectivement, vous l'avez compris, le législateur a posé une notion sans nous donner de définition. Et maintenant, c'est au juge qu'il appartient de définir ce qu'est une raison impérative d'intérêt public majeur au cas par cas. Dans les derniers webinaires, je vous avais parlé d'une jurisprudence du TANIM du 9-2021 dans lequel le préfet avait donné une dérogation, préfet du Gard, à Amazon pour construire un entrepôt Amazon dans le Gard. Ils avaient tenté de justifier une raison impérative d'intérêt public majeur qui avait été acceptée par le préfet au regard en fait de la création d'emplois que l'entrepôt Amazon allait engendrer sur le département du Var qui est considéré comme un département un peu sinistré. Le préfet avait suivi, le tribunal avait annulé en considérant qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Conséquence, tout le projet est à revoir. Il ne reste plus à Amazon qu'à trouver un nouveau site. On avait également parlé de 2 jurisprudences du Conseil d'État du 30 décembre 2021 qui concernaient une carrière de sable et un parc éolien. Le parc éolien, la raison impérative d'intérêt public majeur, vous la comprenez, c'est la production d'énergie propre. Pour la carrière de sable, le maître d'ouvrage avait justifié la raison impérative d'intérêt public majeur au motif que c'était la seule carrière de sable du département et que finalement les atteintes portées à l'environnement et notamment aux espèces protégées étaient bien moindres que tous les transports routiers que générait en fait le transport du sable en Normandie sur la région Normandie qui elle, ne disposait pas de carrière de sable. Dans les 2 cas, carrière de sable, parc éolien, le préfet avait donné la dérogation pour porter atteinte à des espèces protégées. Ces 2 autorisations avaient été contestées devant les juridictions administratives et dans les 2 cas, les juridictions administratives avaient annulé, considérant qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour porter atteinte à une espèce protégée. Concernant le parc éolien, ça peut vous paraître un peu hallucinant, mais encore une fois, c'est du cas par cas. Et en fait, la ferme éolienne, enfin le parc éolien était tellement étendu qu'il y avait, à mes souvenirs, au moins une quarantaine, voire une cinquantaine d'espèces protégées qui étaient menacées en raison de la création de ce parc. Donc on peut considérer que s'il y en avait une ou deux, la dérogation aurait été validée, mais là, à mes souvenirs, le parc éolien devait alimenter 26 000 logements, enfin pas logements, 26 000 habitants en énergie. Et en contrepartie, il y avait une quarantaine, cinquantaine d'espèces protégées menacées par ce parc. Pour le Conseil d'État, compte tenu de l'atteinte à l'environnement, il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Et là, on a une nouvelle décision qui intervient sur cette notion de raison impérative d'intérêt public majeur, décision du Conseil d'État rendue le 29 juillet 2022. Donc là, on a pareil, un arrêté préfectoral qui autorise à détruire ou à perturber des espèces protégées pour l'aménagement et l'exploitation d'un parc éolien en mer au large de l'île Gueux et de Noirmoutier. Dans cette affaire, le Conseil d'État a considéré qu'il y avait bien une raison impérative d'intérêt public majeur, malgré l'atteinte aux espèces protégées. Donc, voilà. La différence avec l'autre arrêt du 30 décembre 2021, c'est que le nombre d'espèces protégées impactées par ce projet était moindre. Et ici, le Conseil d'État nous dit que les lois Grenelle ont fixé un objectif à court et moyen terme assez ambitieux de part de l'énergie propre dans la production d'énergie nationale et que cet objectif est un objectif louable au sens de la législation et que du coup, ça constitue une raison impérative d'intérêt public majeur que de tout mettre en œuvre pour l'atteindre et donc ça peut justifier de porter atteinte à une espèce protégée.
Je précise à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas parce que vous êtes autorisé à porter atteinte à une espèce protégée que vous devez le faire n'importe comment. Donc la dérogation comportera un certain nombre de prescriptions avec des mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour faire en sorte que l'atteinte à l'environnement et aux espèces protégées soit le plus modique possible. Donc on ne fait pas n'importe quoi. La dérogation s'accompagnera toujours d'énormément de prescriptions imposées par le préfet pour s'assurer que vous fassiez les choses correctement. Donc voilà un exemple de raison impérative d'intérêt public majeur. Et pour tous ceux qui participent encore à l'acte de construire en France, faites attention, dès lors qu'on a une espèce protégée sur un site, ça peut faire échec à la réalisation de son projet. Donc soyez extrêmement vigilants et j'invite même tous les promoteurs ici, enfin maîtres d'ouvrage, à conditionner l'acquisition de terrain à l'absence d'espèces protégées sur le terrain qu'ils achètent, parce qu'encore une fois, c'est pour moi aujourd'hui la réglementation la plus contraignante, et c'est surtout celle qui peut faire échec à un projet, alors même que l'urbanisme vous permettrait de construire. Vous pouvez avoir un permis de construire au titre du droit de l'urbanisme qui vous permettent de construire, mais vous pouvez être empêché de construire car le site comporte une espèce protégée et que vous ne pourrez jamais, au regard de la nature de votre projet, justifier de cette fameuse raison impérative d'intérêt public majeur qui vous permet d'obtenir une dérogation. Et le sens de ce webinaire et des jurisprudences que je vous amène au fil du temps, c'est de vous montrer que quand déjà il faut obtenir la dérogation du préfet, mais quand bien même vous obtiendrez la dérogation, aujourd'hui, dans 90% des cas, les dérogations sont annulées par les tribunaux. Donc c'est une réglementation contraignante. Sur l'actualité, cette fois-ci législative et réglementaire, vous avez un toilettage de la taxe d'aménagement. Donc ça, c'est une règle, on va dire, ça ne va pas modifier grand-chose, mais aujourd'hui, la taxe d'aménagement va être transférée de la DDT à la DGFiP, avec une conséquence qui va être sensible pour nous tous, c'est que la taxe d'aménagement ne sera plus codifiée dans le code de l'urbanisme et dans le code général des impôts à partir de 2023. Et à compter de 2023, la taxe d'aménagement sera exigible à compter de la date d'achèvement des opérations. Donc, on modifie le fait générateur, pas le fait générateur, mais la date d'exigibilité de la taxe. Et la jurisprudence considère que les travaux sont considérés comme définitivement réalisés lorsque leur état d'avancement est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, même s'il reste encore des travaux accessoires à réaliser de type peinture, papier peint, revêtement. Et à compter de 2023 pour une application en 2024. Là, c'est pour les collectivités que je m'adresse. Les délibérations fixant le taux de la taxe d'aménagement devront être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Donc, il me semble que jusqu'à présent, il fallait adopter le taux avant le 1er novembre. Bien maintenant, ce sera avant le 1er juillet pour une application l'année qui suit. Enfin, une autre modification de taille, on a une reconduction en zone tendue, je précise bien en zone tendue, navré pour tous ceux qui ne sont pas en zone tendue et qui m'écoutent. On a une reconduction en zone tendue de la suppression du degré d'appel pour le contentieux des autorisations d'urbanisme. Vous savez que par exemple, vous êtes à Lyon, Paris, Marseille, à mon avis Nantes également, enfin toutes les zones tendues de France. Aujourd'hui, on a un contentieux sur un permis de construire. Le tribunal administratif se prononce dans un délai de 10 mois. Les délais sont quand même relativement bien tenus par les juridictions administratives et l'appel a été supprimé, ce qui fait qu'à l'issue du jugement, il n'y a plus qu'une seule voie de droit possible pour les parties, c'est ce pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, et autant vous dire que pas grand monde le fait. Tout ça, c'est reconduit. Et on a une nouvelle subtilité, là je m'adresse aux promoteurs qui pourraient être intéressés et à tous ceux qui travaillent dans des collectivités où les élus ont l'habitude de délivrer des refus de permis de construire qui pourraient être jugés un peu abusifs. Le refus de permis rentre dorénavant dans le cadre, les refus de permis en zone tendue rentrent dans le cadre de ces dispositions, à savoir, que tout refus de permis qui serait contesté devant les juridictions administratives, notamment devant le tribunal administratif, doit être jugé en 10 mois.
et 2, l'appel n'est plus possible. Donc, si aujourd'hui vous êtes promoteur, que vous considérez que le refus de permis qui vous est délivré n'est pas valable, est illégal, abusif, vous pouvez le contester devant le tribunal. Le tribunal administratif mettra 10-12 mois pour juger et ordonner au maire, s'il annule le refus, ordonner au maire de vous délivrer le permis, et l'appel n'est plus possible. Donc, si le maire n'est pas content du jugement, il n'aura plus qu'une solution, se pourvoir en cassation. Donc, le but, vous le comprenez, de ce décret, c'est de faire en sorte que les logements, les permis pour du logement sortent les plus vite possible pour libérer des logements et faire face à la pénurie de logements en zone tendue. Voilà pour l'actualité de ces 3 derniers mois. L'exercice n'est pas toujours facile parce qu'il faut que j'arrive à vous résumer les décisions de justice les plus importantes en un temps limité et en les rendant accessibles et compréhensibles pour tous. Vous pouvez me poser des questions dès maintenant, donc par écrit. Pour ceux qui auraient des questions qui leur viendraient après, vous pouvez me contacter directement à mon cabinet ou par mail, il n'y a aucune difficulté. J'y répondrai bien volontiers. Et là, j'ai un certain nombre de questions qui m'ont déjà été posées. Alors, je vais les prendre. Oui, il y en a effectivement pas mal. Alors, qu'en est-il de la sectorisation de la taxe d'aménagement? Alors, vous voulez peut-être parler de la sectorisation de la taxe d'aménagement majorée. Vous devez effectivement, la taxe d'aménagement, le taux communal est un taux qui ne peut pas dépasser 5% et vous pouvez dans certains cas délibérer et approuver des taxes d'aménagement majorées sur certains secteurs à la condition, en fait, donc le taux majoré se situe entre 5 et 20%, à la condition que la majoration soit justifiée par des travaux publics induits par la densification du secteur. Donc, il faut que vous soyez en mesure de dire que dans ce secteur, il va y avoir des permis de construire qui vont être déposés, une hausse de la densité, et que cette hausse de la densité va nécessiter pour vous, collectivité, de faire des travaux sur des réseaux, sur des voiries, sur des équipements publics. Autre question, toujours sur la taxe d'aménagement, on me fait quid de la taxe d'aménagement à reverser? Alors, je pense que c'est à reverser aux intercommunalités. Le principe, c'est qu'il faut regarder qui de l'intercommunalité ou de la commune est compétent en matière de taxe d'aménagement. Ce que je constate dans la pratique, c'est qu'aujourd'hui, les communes sont fortement restées titulaires de la taxe d'aménagement, compétentes en matière de taxe d'aménagement, donc c'est vous qui votez la taxe d'aménagement majorée. Sur le reversement de la part communale, de la part communale, si les travaux d'une taxe d'aménagement majorée sont réalisés aux frais et charges de l'intercommunalité, vous allez devoir reverser proportionnellement une partie de cette taxe à l'intercommunalité, et c'est normal. Qu'entend-on par changement de nature? Donc, la changement de nature, on a parlé du permis de construire modificatif. Pour résumer, s'il y en a qui ont loupé le début, le permis de construire modificatif, avant, on demandait à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte, que la modification envisagée ne porte pas atteinte à la conception générale du projet. Maintenant, on demande à ce que le bouleversement induit par la modification ne change pas la nature même du projet. J'ai donné un certain nombre d'exemples pour vous montrer ce que c'était un changement de nature. Un changement de nature, pour reprendre les exemples, c'est typiquement le projet initial était un immeuble collectif. Suite à la modification, vous voulez plus faire de collectif, mais faire de la maison individuelle. Projet initial était un magasin de meubles. Vous n'avez pas trouvé d'acquéreur pour le local de meubles, donc vous voulez réaliser, donner comme exemple le rapporteur, un poulailler industriel. Passer d'un local meuble ou un poulailler industriel, c'est un changement de nature. Créer une maison moderne en lieu et place d'un chalet montagnard, c'est également un changement de nature. Je vous rassure pour la question, il y a une marge d'appréciation et c'est le juge qui va nous familiariser à l'avenir avec cette notion. En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est qu'aujourd'hui, le champ d'application du permis modificatif s'est élargi. Donc, le changement de nature sera bien moins contraignant que l'atteinte à l'économie générale du projet tel qu'on l'entendait avant.
Autre question. J'ai un permis initial délivré pour la création d'un haras avec 6 bâtiments. Possibilité PCM avec 3 bâtiments supplémentaires. Ma réponse au regard de la nouvelle définition du PCM, ma réponse est oui. Avant, je pense qu'il y aurait eu une atteinte à l'économie générale du projet parce que vous aviez une augmentation de quasiment 50%, donc vous seriez passé de 6 à 9 bâtiments. Pour moi, c'était peut-être trop important pour faire l'objet d'un permis modificatif. Aujourd'hui, le PCM va vous permettre, le nouveau régime du PCM va vous permettre de créer ces 3 bâtiments supplémentaires dans le cadre d'un PCM. Peut-on changer le nom du demandeur, exemple SCI ou SAS? Oui, il n'y a pas de problème. Faites juste attention pour les demandeurs. Quand on passe d'une personne morale à d'une personne physique à une personne morale, il me semble que l'architecte devient obligatoire. Et faites attention, vous ne pouvez demander un transfert permis. Alors, le changement du nom de demandeur, c'est un transfert permis qu'il faut demander. Et le transfert est possible à une SC, une SAS, à la condition qu'elle existe au jour du transfert. Concernant, donc toujours visiblement sur le PCM qui suscite beaucoup de questions, concernant la décision du Conseil d'État du 26 juillet 2022, les exemples donnés concernent les réductions de surface habitable ou du nombre de logements. Est-ce également applicable pour une augmentation du nombre de logements ou de la surface? Oui, bien sûr. Encore une fois, avant, dans l'ancien permis de construire modificatif, la suppression ou l'augmentation de la surface de plancher ou du nombre de logements pouvait avoir une incidence sur est-ce que vous pouviez déposer ou non un PCM. Étant précisé que si vous modifiez l'économie générale du projet, le PCM n'était plus possible et vous deviez alors déposer un nouveau permis de construire, avec toutes les incidences que ça a, notamment s'il y a eu une évolution du PLU. Aujourd'hui, le fait si vous avez un immeuble collectif dans le cadre d'un permis initial qui a créé 20 logements et que vous passez à 60 logements, donc fois 3, de 20 à 60, avant le PCM n'était pas possible. Aujourd'hui, je considère que c'est possible parce qu'il n'y a pas de changement de nature de votre projet. Vous restez un immeuble collectif à destination d'habitation. Autre question. Bonjour, peut-on vérifier que la division est effective dans le cadre de l'instruction du permis de construire? Oui, vous pourrez le vérifier collectivité parce que normalement, en tant que mairie, vous avez dû être avisé du transfert de propriété éventuellement du lot. Hein. Donc, vous avez accès à qui est propriétaire et en cas de doute, vous pouvez demander aux bénéficiaires aux titulaires, aux pétitionnaires de bien vouloir justifier de la division ou du transfert de propriété. Alors, peut-on créer un lotissement en RNU? À mon sens, rien ne s'oppose, donc Règlement national d'urbanisme, rien ne s'oppose, à mon sens, à la création d'un lotissement dans une commune soumise au RNU. Après, je ne vous cache pas qu'il y a tellement plus beaucoup de communes soumises au RNU que je ne le pratique pas forcément beaucoup. Mais qu'elles ont vocation à disparaître. Mais pour moi, rien ne s'y oppose. Il faut simplement que votre lotissement soit en continuité de l'urbanisation existante. Bonjour le maître, dans le cadre d'une demande de prorogation d'un permis de construire dont les unités foncières sont issues d'un PA, peut-on conserver les règles d'urbanisme de l'ancien PLU? PA de 2018, PLU changé en juin 2020 et demande de prorogation en septembre 2022. À mes souvenirs, madame, vous pouvez vous opposer à la demande de prorogation au motif que les règles ont évolué. Mais ça nécessiterait qu'on le regarde plus profondément. Mais normalement, les prorogations ne sont possibles qu'à la condition que la règle d'urbanisme n'ait pas évolué depuis. Ce qui voudrait dire que là, la prorogation ne serait pas possible. Est-ce qu'une modification de façade associée à une modification de sous-destination est-il soumise à permis de construire? Il me semble que c'est oui. Effectivement,
cette réforme des destinations avait pour mission en fait de simplifier un peu les changements de destination et ça n'a pas forcément fonctionné de ce point de vue-là, puisqu'il y a une disposition qui nous dit que changement de destination plus modification de façade ou de la structure porteuse nécessite quand même un permis de construire. Et donc, vu que vous avez 21 sous-destinations, finalement, là où avant il n'y avait pas besoin de permis de construire, maintenant vous pouvez en avoir besoin. On me pose une question intéressante. Où peut-on retrouver les cahiers des charges de lotissement? Alors, les cahiers des charges de lotissement, c'est votre notaire. Il faut demander au notaire. Après, on a des indices qui nous font penser qu'il a pu y avoir un lotissement. Si vous avez une voie privée qui dessert des terrains, tous parfaitement rectangles, ça peut laisser supposer qu'à un moment donné, il y a eu une division d'une propriété initiale bien plus grande. Et souvent, notamment quand ces divisions ont été opérées au début du siècle, du XXe siècle, eh bien, les cahiers des charges étaient quasiment automatiques, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de règles d'urbanisme. Donc la personne qui vendait, qui divisait son terrain, qui bien souvent habitait à côté, voulait s'assurer qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Donc oui, vous devez demander le cahier des charges au notaire. Et les notaires, si certains nous écoutent, malheureusement, ne demandent pas automatiquement ce qui s'est passé avant 56. Quand vous avez un doute, il faut que vous alliez alerter votre notaire pour lui demander d'aller voir ce qu'il y a de publié avant 1956. Votre question, un nouveau colotis arrivé dans le délai de prescription a-t-il le droit de saisir le juge? Bien évidemment. Bien évidemment, tout colotis, de toute façon, quand il a acheté son terrain, le notaire qui a été relevé la publicité foncière a vu qu'il y avait un cahier des charges et bien souvent, il annexe le cahier, enfin bien souvent, c'est tout le temps, il annexe le cahier des charges à la vente, ce qui fait que pour bien préciser au nouvel acquéreur que le cahier des charges lui est opposable et que lui-même peut opposer le cahier des charges à quelqu'un qui est dans le lotissement qui ne le respecterait pas. Peut-on imaginer possible de faire démolir des lignes à haute tension surplombant une zone d'habitat au titre du droit de vivre dans un environnement équilibré? On peut tout imaginer, à la condition de démontrer que des lignes à haute tension ont bien un impact sur la santé humaine. Et là-dessus, je n'ai pas les compétences ni les connaissances pour vous répondre. Comment connaître si nous avons des espèces protégées sur un terrain? Là encore, les espèces protégées, ça ne s'invente pas. Et seule une personne compétente en la matière peut vous répondre à cette question de est-ce qu'il y a des espèces protégées? J'ai pour habitude de dire à mes clients maîtres d'ouvrage que chez tout maître d'ouvrage en France, il devrait y avoir un écologue qui, avant chaque début de travaux, va sur le terrain pour vérifier qu'il n'y a pas d'espèces protégées. Vous allez sans doute trouver extrêmement lourd. Malheureusement, le droit est comme ça. Hein, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si demain, même vous portez atteinte à une espèce protégée, alors même que vous ne saviez pas que c'était une espèce protégée ou qu'elle était là, malheureusement, vous serez condamné et c'est du pénal. Après, pas vu, pas pris. La plupart du temps, nous avons sans doute tous, à un moment donné dans notre vie, porté atteinte à une espèce protégée sans nous en rendre compte. Mais personne ne l'a vu et c'est ce qui fait qu'on n'a pas fini devant le tribunal correctionnel. En tout cas, faites extrêmement attention à la présence d'espèces protégées. Normalement, tout maître d'ouvrage, comme tout maître d'ouvrage s'entoure aujourd'hui d'un architecte pour déposer un permis, d'un bureau d'études pour la gestion des eaux pluviales ou d'un bureau d'études pour les sols, eh bien, on peut considérer que demain, vous aurez tous un bureau d'études ou un écologue pour vérifier l'absence d'espèces protégées sur l'emprise de vos projets. Quel est le document qui recense ces espèces protégées? Aucun, il n'y a pas de document. Les espèces protégées, c'est un arrêté du ministre qui déclare quelles sont les espèces protégées. Maintenant, il n'y a pas de carte qui recense les lieux où sont les espèces protégées. Par définition, celles-ci bougent. C'est pour ça qu'il faut un écologue pour aller vérifier.
Le transfert de la TA à la DGFiP est effectif à compter du 1er septembre 2022. C'est ce que l'on me précise, sans doute. Voilà, le but étant de vous dire simplement les incidences que ça avait. Donc, vous devez savoir maintenant que les taux de taxes d'aménagement doivent être votés avant le 1er juillet de chaque année pour l'année suivante. J'ai énormément de questions. Je ne sais pas, alors je regarde l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes. Il me reste encore quelques minutes. Nouveau CERFA pour les permis d'aménager depuis le 1er septembre. La clause de renseignement des surfaces taxables a disparu, sans doute parce que je ne suis pas un spécialiste de la taxe d'aménagement parce qu'il y a finalement très peu de contentieux dessus, mais à mes souvenirs, ce n'est pas le permis d'aménager qui génère la taxe d'aménagement, c'est les permis de construire. Donc, c'est dans les permis de construire que vous allez renseigner la surface taxable et non pas au stade du permis d'aménager et encore moins de l'ADP. Pourriez-vous nous adresser un PDF de votre revue de jurisprudence? Ça va vous être adressé, il me semble, par le moniteur qui va le mettre en ligne. Je laisserai du coup Léa Dumoux qui présentait et Caroline qui présentait ce webinaire répondre à cette question une fois les questions terminées. Bonjour. Concernant le paiement de la taxe d'aménagement, j'ai bien noté une exigibilité à date d'achèvement et ce à partir de 2023. Cela concerne les permis déposés ou obtenus en 2023. Je pense que ça concerne, oui, tous les permis obtenus à compter du 1er septembre 2022. Mais ça restera à vérifier. On me demande, un permis de construire sur 1 hectare pour une villa peut-il obtenir une modification pour la construction de 4 ou 5 villas? Je pense que oui, tant que vous restez sur de la maison individuelle, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous avez un permis de construire pour une maison individuelle et que vous voulez déposer un PCM pour faire un collectif, ce ne sera pas possible. Peut-on modifier les limites du terrain d'emprise du projet? Bien évidemment que vous pouvez modifier les limites du terrain d'emprise du projet. Faites attention, un permis de construire doit automatiquement être déposé sur la totalité d'une unité foncière. Et vous savez que l'unité foncière, le Conseil d'État nous l'a définie, ce sont toutes les propriétés qui appartiennent au même propriétaire, d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Donc, autant un permis d'aménager peut être, ou une déclaration préalable peut être déposée sur une partie seulement de l'unité foncière, mais un permis de construire doit être déposé sur la totalité de l'unité foncière. Et vous pouvez parfaitement y ajouter une unité foncière contiguë, donc des terrains qui appartiendraient à quelqu'un d'autre. Transfert de permis d'une personne morale à 2 personnes morales, est-ce possible? Bien évidemment que vous pouvez transférer le permis à plusieurs personnes. Vous serez alors en cotitularité et je vous invite à rédiger dans ce cas-là une convention de cotitularité avec les cotitulaires du permis de construire pour réglementer, pour qu'il y ait un contrat cadre qui réglemente les relations entre les différents cotitulaires. Voilà, cette convention de cotitularité, je vous invite à la faire rédiger par votre conseil. Changement de destination, logement, habitation vers résidence touristique. La résidence touristique, il me semble que c'est de l'hôtellerie, donc c'est un changement de destination, donc il faudra une déclaration préalable. Qu'en est-il des DP en cas de modification mineure après travaux? Pas de difficulté pour déposer une DP si vous avez des modifications à faire une fois le permis initial achevé. Si le permis initial n'est pas achevé, vous ne pouvez pas déposer une DP. Tant que le permis, peu importe c'est mineur ou pas, on va prendre l'exemple de changement de couleur de vos volets. Un changement de couleur des volets d'une construction, c'est une simple DP. En revanche, si vous avez déposé, si ce changement de couleur s'inscrit dans les travaux s'inscrit avant l'achèvement de la construction, donc vous aviez obtenu un permis de construire pour faire un immeuble, en cours de chantier, vous voulez changer la couleur des volets, vous ne pouvez pas déposer une DP, vous êtes obligé de déposer un PCM, parce que tant que le permis de construire initial n'est pas achevé, on est obligé de déposer un permis de construire modificatif.
On me précise qu'on peut voir une DIA passer, mais cela ne veut pas dire que la vente a bien eu lieu et qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Effectivement, là, il peut y avoir des DIA sans qu'il y ait de transfert de propriété. Hein. Le mieux, c'est d'aller voir, quand on est une commune, c'est d'aller voir l'administration fiscale pour voir si, au niveau des taxes, notamment foncières et d'habitation, s'il y a une modification du propriétaire. On me demande si je pense que l'arrêt du 7 juillet 2022 sur le changement de destination sera une solution pérenne. La réponse est non à deux égards. D'une part, tous les PLU ont vocation à être mis à jour de la dernière loi. Donc, tous les PLU ont vocation à basculer dans les fameuses 5 destinations. Et par ailleurs, là, ce serait totalement différent, mais j'ai entendu parler d'une éventuelle modification de la réglementation qui donnerait aux auteurs du PLU la compétence pour définir des destinations. À voir. En tout cas, aujourd'hui, on considère, et c'est le sens de l'arrêt du Conseil d'État, si on considère que les destinations des constructions sont définies par le législateur et du coup retombent et s'appliquent à l'ensemble des collectivités. Et visiblement, le ministère réfléchit à donner la compétence de la définition des destinations aux auteurs des PLU, ce qui ferait que dans chaque commune, on pourrait avoir des définitions différentes et des destinations peut-être différentes. À voir ce qui sera fait. Les cadastres ne sont pas mis régulièrement à jour. Oui, je sais, dans cas de doute, vous pouvez demander, du coup, toujours pour cette question des lotissements, de la division qui doit être faite préalablement au permis. En cas de doute, vous pouvez demander au pétitionnaire du permis de bien vouloir justifier qu'il a acquis, ou alors aller voir votre notaire. Bonjour, quelle différence entre le changement d'affectation, le changement d'usage et le changement de destination? Alors, le changement de destination, ça relève du droit de l'urbanisme, donc c'est dans le code de l'urbanisme. C'est au niveau de l'urbanisme que tout se gère. Donc, quand il y a changement de destination, on nous dit qu'il faut une déclaration préalable. Le changement d'usage, c'est une notion, le changement d'usage, qui relève du code de la construction et de l'habitation. On considère dans le code de la construction et de l'habitation qu'il y a deux usages, usage d'habitation et tout le reste. Et en fait, il nous est demandé d'obtenir une autorisation, notamment quand on transforme une surface d'habitation à usage d'habitation dans un autre usage. Donc là, on a une autorisation en mairie à solliciter dans les mairies qui ont institué cette autorisation. C'est le cas des grandes villes, notamment pour le Airbnb. Et l'affectation, c'est l'utilisation qu'on fait du bien dans la vie de tous les jours. Donc on parle d'affectation agricole, mais pour moi, l'affectation ne relève pas d'une réglementation particulière. Ça peut donner des indices. Par exemple, pour un vieux bâtiment qui date d'avant 1940, à l'époque, il n'y avait pas de permis de construire. Donc, quelle est la destination d'un bâtiment qui n'a jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme? Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir. Du coup, on regarde l'affectation, à savoir, c'est l'utilisation réelle qui est faite du bien. Et c'est un indice pour vous donner une idée de ce que c'est que la destination réelle de ce bien. Dans le cadre d'une construction engendrant une perte de vue et de luminosité, comment est calculé le dédommagement? On fait passer un expert. Tout bêtement, vous allez avoir la personne qui veut obtenir une indemnisation parce qu'elle prétend subir une perte de vue ou de luminosité. Elle doit agir devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une action qui s'appelle l'action pour trouble anormal du voisinage. Elle va devoir démontrer l'anormalité du trouble, ce qui n'est pas gagné. Et si elle arrive à le démontrer, il va falloir qu'elle chiffre son préjudice. Et pour chiffrer son préjudice, on demande la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission d'évaluer le préjudice. Mais en tout cas, ce n'est pas l'avocat qui le fera, ce n'est pas le demandeur qui le fera, ça peut être qu'une personne qui a l'habitude de le faire. Il est quelle heure? Il est 35, je peux encore répondre à 2-3 questions. Est-ce qu'une modification de toiture associée à un changement de destination est soumise à permis de construire? La réponse est oui. Quid des CC devenant caduques au bout d'un an? Alors les CC, je ne sais pas ce que c'est, et du renvoi au RU, règlement d'urbanisme, des cahiers des charges devenant caduques. Alors le cahier des charges ne deviennent pas caduques. Hein. Faites attention, les cahiers des charges qui sont des documents contractuels
il continue à s'appliquer entre les colotis ad vitam aeternam. Tant que les colotis n'ont pas décidé de mettre fin au cahier des charges, il continue à s'appliquer. En revanche, il y a une petite subtilité, c'est que on considère que pendant 10 ans, à compter du moment où le règlement du lotissement, qui est un autre document, c'est le règlement du lotissement qui devient caduc au bout de 10 ans, mais pas le cahier des charges. Une question de Louis Béranger. Pourriez-vous indiquer la base juridique ou l'article du code qui permet d'exiger un permis de construire s'il y a un changement de destination plus une modification de façade? Je ne pourrais pas vous le donner de tête, mais vous pouvez effectivement me faire un mail, cabinet Anthony Bichelon, cabinet Racine, et je vous répondrai. Si c'est notre notaire qui fait... Hop. Alors, vous inquiétez pas pour les notaires, ils ont l'habitude de répondre aux demandes de savoir s'il y a eu des transferts de propriété sur les lieux. Si tous les colotis sont d'accord pour vendre, mais que nous avons connaissance d'un cahier des charges de lotissement qui réglemente la hauteur, peut-on quand même se fier aux règles du PLUI en vigueur, ou doit-on suivre la règle de hauteur du cahier des charges? Les deux s'appliquent en même temps. Si vous avez un cahier des charges qui vous dit c'est 10 mètres maximum et que le PLU vous autorise 12, le maire pourra vous donner un permis de construire pour construire quelque chose qui fait 12 mètres, mais vos colotis pourront agir à votre encontre pendant 30 ans devant le juge judiciaire pour faire tomber votre construction, pour obtenir maintenant indemnisation. Et faites attention à Naël, parce que si vous obtenez l'accord de tous les colotis d'aujourd'hui, si l'un d'eux vend, celui qui va venir, qui substituera au colotis qui a vendu, pourra agir contre vous, du moment qu'il est toujours dans le délai de 30 ans. Délai de validité d'un permis de construire. Un permis de construire est valable. Le délai de validité, c'est que les travaux doivent commencer dans un délai de 3 ans et passer le délai de 3 ans, ils ne doivent pas s'interrompre plus d'une année. Donc, il n'y a pas de date butoir. Merci du coup. Alors, j'ai des petits messages sympathiques de Serge et de Christelle qui me remercient, qui ont quitté la réunion. Merci à vous. Je suis content que ça vous ait plu. Et vous pouvez continuer à me poser vos questions, comme je vous l'ai dit, à l'issue de cette formation par mail. Voilà. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Et j'espère que cet exposé vous aura plu et vous servira pour l'avenir. Voilà, je repasse la parole du coup à Léa ou à Caroline. Merci à vous et à bientôt. Oui, merci Anthony Bichelon pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous avez été très nombreux. Et merci également aux équipes de moniteurs juristes et opérations immobilières pour l'organisation et le fait que ce webinaire ait pu être possible. Le prochain webinaire aura lieu le 15 décembre. Voilà, vous recevrez, comme pour celui-ci, une invitation. Merci, à bientôt.